C'est moi qui te remercie très chaleureusement, Anthony, de m'avoir invité à faire cette conférence. C'est la première fois, donc j'ai le plaisir de partager mes connaissances, mes passions surtout avec le grec. Et je tiens à me remercier également à Mylène Fréchette qui est derrière tout cela, qui assure la logistique de la conférence. Euh, donc, je pense que je vais vraiment partager l'écran tout de suite parce que j'ai préparé un PowerPoint qui accompagne littéralement mes explications, même si ça nous met à double distance, non seulement sur Mhm. l'écran, mais aussi on va être coupé, mais vous allez beaucoup mieux comprendre, évidemment, ce que j'expliquerai, j'espère, dans une grande clarté. Donc, est-ce que le partage fonctionne? Mylène, petite confirmation. Oui, super, très bien. Donc, oui, en effet, le titre, c'est une légère transformation de ce que j'ai élaboré pendant assez longtemps dans ce livre qui date déjà d'il y a 2 ans, donc qui a été réalisé en coédition. Donc, Esthétique du livre surréaliste au féminin, une œuvre en partage. Donc, c'est surtout cette deuxième partie de mon titre qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, que signifie à l'ère du tout partage, lié notamment aux réseaux sociaux? Je te partage ceci, je te partage cela, merci du partage, thank you for sharing. Que signifie donc avoir une œuvre en partage de manière générale et dans un contexte de création plus spécifique, comme celui de l'avant-garde surréaliste? C'est la question que je souhaite explorer avec vous à partir de quelques considérations esthétiques et éthiques, en m'appuyant sur 2 exemples, Anthony vient de le dire, de livres dits surréalistes. Je reviendrai sur la définition livre surréaliste au féminin. J'y arriverai dans quelques instants. Alors vraiment juste pour vous faciliter la compréhension et parce que c'est quand même la pause de lunch. Donc je vous ai mis juste les noms que je mentionne très rapidement, mais c'est pas du tout important de les retenir. C'est juste pour que vous n'ayez pas besoin de qu'est-ce qu'elle a déjà dit, c'est qui déjà celui-là, etc. Donc dans Nous est un autre. Enquête sur les duos d'écrivains qui date de 2006, Michel Lafon et Benoît Peeters montrent que, je cite, un étrange tabou traverse l'histoire de la littérature, l'écriture en collaboration. Fin de citation. Ils poursuivent en soulignant que l'idée d'œuvre demeure associée à un seul nom et qu'ultimement, le génie ne se décline qu'au singulier. Il y aura bien sûr long à dire sur la notion de génie, nous pourrons éventuellement y revenir dans la discussion, parce qu'en effet, l'idéal de l'artiste comme créateur solitaire, inventé à la première modernité, n'a été guère remis en question, ni vraiment bousculé jusqu'à l'émergence des avant-gardes dadaïstes et surréalistes. Le constat d'Anne Sauvageau dans Le partage de l'œuvre, consacré à la collaboration dans la scène artistique contemporaine, va dans le même sens à propos des mouvements d'avant-garde du XXe siècle qui ont, je cite à nouveau, attenté plus ou moins ouvertement à la figure de l'artiste dans son unicité. Fin de citation. L'écriture à 4 mains, la co-création littéraire et artistique, le partage des tâches et le croisement des compétences au sein d'une même œuvre, s'ils ont été pratiqués ponctuellement, je renvoie vraiment très rapidement aux frères Goncourt, à Willy et Colette, et vous voyez les autres noms dans le PowerPoint, ont été érigés comme idéal esthétique par les avant-gardes historiques, notamment par le surréalisme, pour être réinvestis par diverses autres avant-gardes tout au long du XXe siècle. Et je pense notamment à l'avant-garde Fluxus. Les recherches de Henri Béard, de René Rhys-Hubert, de Lothar Lang, d'Yves Perret, de Stephen Bury et d'Elsa Adamovich, j'en passe, ont éclairé la place privilégiée qu'occupe la collaboration interartistique dans le surréalisme. Si le travail collaboratif entre 2 hommes, c'est-à-dire entre un auteur et un artiste, a abouti à ce que l'on appelle généralement les grands classiques du livre surréaliste, œuvres hybrides par définition. Là, on peut penser à Simulacre de Michel Léris et André Masson ou à Nadja d'André Breton et de Jacques-André Boiffard. Également à Facile de Paul Éluard et Man Ray. Et d'ailleurs, je vous ai préparé juste un exemple, un premier exemple visuel pour illustrer cette idée. Les ouvrages issus, ah non, mais il y en a un autre également que vous connaissez éventuellement, l'abécédaire de Roland Giguère avec la collaboration de Gérald Tremblay.
Les ouvrages issus d'une co-création entre une écrivaine et une artiste visuelle, c'est ce que j'appelle la collaboration au féminin, une écrivaine et un artiste que je désigne comme collaboration mixte, ou encore entre une écrivaine se dédoublant en artiste ou vice-versa, ça donne lieu à une dualité créatrice, ont sensiblement moins retenu l'intérêt de la critique et du soi-disant grand public. Pourtant, la contribution de créatrices gravitant de proche ou de loin autour de la nébuleuse surréaliste, comme, et là je vous montre juste les noms que vous trouvez à la toute fin de cette diapositive ici, donc comme Lola Alvarez Bravo, Claude Quin, Leonard Corrington, je les lis pas tous ces noms-là, Annie Lebrun, Valentine Penrose, Remedios Varo et Unique Thurn. Donc, la contribution à l'élaboration d'une esthétique que j'ai tendance à qualifier de transfrontalière est aujourd'hui indéniable. À la croisée des arts et des médiums, elles font dialoguer l'écrit et le pictural dans leurs œuvres qui s'échelonnent de l'entre-deux-guerres jusqu'aux années 1980. Alors, je vous montre là juste quelques exemples sur la quarantaine d'ouvrages. La co-création, selon diverses modalités et différents dispositifs texte-image, a permis aux femmes de dépasser les traditionnelles pratiques du scrapbooking, de l'illustration ou de la reliure dans lesquelles elles ont longtemps été cantonnées. Devant l'embarras du choix de ce que Louis Aragon imagine en 1928 dans son traité de style comme la quête du livre unique et qui allait devenir l'objet livre de factures surréalistes, j'ai décidé de retenir deux modalités de faire œuvre à deux, d'avoir une œuvre en partage qui constitue en quelque sorte les jalons du début et de la presque fin d'un corpus d'une quarantaine d'ouvrages. Qu'est-ce que j'entends donc par livre surréaliste? Issu d'une démarche collaborative entre deux créateurs ou créatrices, le livre surréaliste n'a en principe jamais un seul auteur, une seule autrice. C'est une œuvre hybride basée sur le dialogue intermédial entre le textuel et le pictural. Ce pictural peut être une peinture ou la peinture, la photographie, le dessin, le collage ou le photomontage. Autre caractéristique, ce sont les rapports texte-image qui peuvent être régis par des effets de collision et de collusion, de convergence et de divergence donc. Je me contenterai aujourd'hui de vous présenter la co-création inscrite dans la longue durée et surtout dans la diversité des pratiques intermédiales telles que pratiquées justement par le couple créateur Claude Quin et Marcel Maury, à qui la revue 303 vient de consacrer un dossier thématique. Dans un long dialogue entre les personnages P et E dans Aveu non avenu, œuvre sur laquelle je me pencherai dans quelques instants, est évoquée l'idée d'un nous qui peut être le couple, ce monstre à deux têtes. Donc ça se trouve dans Aveu non avenu à la page 125. La bicéphalie, que vous voyez bien illustrée aussi dans ce double autoportrait, donc cette bicéphalie évoquée ici peut être vue comme un renvoi au couple créateur et à l'œuvre hybride en train de prendre forme, elle aussi double, puisque s'y conjuguent l'écriture fragmentaire et le photomontage. Voici en quelques mots le fil que je vais entortiller à partir du premier exemple. Nous serons alors dans l'entre-deux-guerres, synonyme d'année de gloire du mouvement surréaliste. Le second exemple nous renvoie après la fin officielle de la troisième avant-garde historique, c'est-à-dire la mort de Breton, survenue en 1966. En 1975 paraît Oiseau en péril, co-signé par l'artiste d'origine américaine Dorothea Tanning, qui assume ici le rôle de poète, et l'artiste d'origine allemande, le maître du collage, Max Ernst. Lieu de rencontre et d'expérimentation, ce livre grand format, au tirage limité et à la facture précieuse, est l'occasion pour les deux créateurs de croiser leurs regards et leur savoir-faire respectifs. Je vous propose donc de nous pencher sans tarder sur la co-création, praxis complexe et diversifiée chez le couple Quin-Moore et Tanning-Ernst, j'écris les deux avec un trait d'union, pour faire œuvre à deux
et parce que c'est synonyme d'une esthétique et d'une éthique manifeste à comprendre au double sens du terme. Donc, premier exemple, premier moment de réflexion. Qu'est-ce que ça signifie concevoir une œuvre vie en partage à propos de Cain et Moore? La démarche collaborative en mariant l'art et la vie, principe créateur avant-gardiste selon Anne Tomisch, se réalise sous le signe de l'itération, de la variation et de l'expérimentation chez l'écrivaine, photographe, essayiste Claude Cain et l'artiste visuel Marcel Moore. De 1912, moment des premiers portraits, autoportraits, donc c'est toute une discussion, à 1953, année du chemin des chats, l'œuvre dite de Cain est en réalité impensable, du moins en grande partie, sans le concours de sa compagne et complice. L'inventivité littéraire de l'une est le moteur de la créativité visuelle de l'autre, et vice-versa. L'écriture, la photographie, le dessin, le théâtre, les tracts et les actes de résistance sont les pans d'une œuvre-vie dans laquelle les deux artistes sont impliqués ensemble, mais chacune à sa manière, avec les dispositions qui leur sont propres, bien que les cheveux puissent, je cite, s'en mêler indébrouillablement. Donc c'est toujours issu de Aveu non avenu. Le double, l'alter ego et la gémellité sont autant de leitmotifs dans l'œuvre qu'ils m'amènent à penser la démarche du couple en termes de partage et de complémentarité, mais non de fusion. Dans le cas d'une autrice, d'une artiste qui se considère fausse jumelle, quelles sont les traces, quels sont les signes nous renvoyant à la volonté d'une création à quatre mains, ou mieux, à une octorialité partagée? Pour répondre à cette question, je m'appuierai sur quelques pièces à conviction, puisées dans différentes formes d'expression, littéraires, picturales et journalistiques, qui nous renseigneront sur la compréhension du partage mis en œuvre dans le sens de ce qui réunit plus que de ce qui sépare. D'octobre, donc voici quelques traces. D'octobre 1913 à juillet 1914, paraît dans le Phare de la Loire une série de chroniques de mode, 42 en tout, signées M ou SM, ça dépend, et illustrées systématiquement par un dessin de Moore. La jeune journaliste en herbe, fille du directeur du journal, préfère recourir à un nom de plume et privilégier le genre masculin plutôt qu'afficher son identité civile, soit Lucy Schwab. D'un commun accord, M et Moore proposent leurs observations et conseils hebdomadaires sur les dernières tendances de la mode féminine. Elles y déjouent le plus souvent les codes d'une chronique de mode en posant un regard tantôt amusé, tantôt ironique, non seulement sur le jeu des apparences selon la saison en cours, mais également sur les idées reçues quant aux conventions, aux sports d'hiver à pratiquer, comme ici le tennis, ou au rôle à incarner en société. Autre balise, donc c'est tout simplement pour vous amener ensuite vers l'exemple du livre surréaliste. Donc autre balise, lorsqu'on fouille dans le vaste fonds photographique, attribué jusqu'à tout récemment à qu'un seul, on fait un arrêt sur image face à l'un des premiers portraits, autoportraits de Cain. On la voit assise sur des rochers, fixant l'objectif. Le regard du sujet se dirige vers le hors-cadre, vers l'autre qui manipule l'appareil, comme pour mieux nous rappeler la participation essentielle de cet autre à la prise de vue. La présence de Moore, ou du moins du photographe, dont l'identité demeure a priori inconnue, est attestée par l'ombre projetée sur les roches dans le coin droit en bas de l'image. Donc vous voyez ici cette ombre d'une tête de toute évidence. Georgia True Latimer, donc une historienne de l'art qui a beaucoup travaillé sur l'œuvre commune de Cain et Moore, fait remarquer que l'ombre du photographe se trouve là où apparaît habituellement la signature de l'artiste. L'inscription de l'ombre dans l'un des premiers autoportraits de Cain dont nous disposons peut être lue comme la métaphorisation d'un projet qui implique le modèle au même titre que la photographe. Elles sont deux ici à faire acte de présence,
l'une devant la caméra et l'autre derrière. Le nombre 2, le double et le dédoublement structurent plusieurs autres photographies, comme dans cet exemple du couple posant sur le balcon au Croisic, lieu de villégiature de la famille Schwab, mais aussi dans cette photographie plus ludique montrant les corps ensevelis dans le sable, allégorie de l'être ensemble jusque dans la mort. Ne peut-on supposer que cet assemblage d'objets anthropomorphiques signale que l'image a été conçue entre elles, comme l'œuvre l'est depuis quelque temps et le sera encore davantage? Co-création, partage des tâches, croisement des compétences. Tels sont les mots d'ordre inscrits à même un dessin réalisé même très tôt, selon Honegger, c'est-à-dire vers 1910, par Lucy Schwab et ou Suzanne Malherbe, on ne peut le déterminer entièrement, mais qui ne portent pas de signature officielle. Ce duogramme figure une main, une bouche et un œil empilés sur un gracile soulier qui sert de socle. L'acronyme LSM, répété au niveau de la cheville, se laisse aisément décoder comme les initiales de Lucy Schwab et de Suzanne Malherbe, qui sont les noms civils des deux amies ou des deux co-créatrices. Lus à voix haute, les lettres LSM font entendre LSEM. L'ensemble emprunte une structure totémique comme pour mieux consacrer à travers la métonymie les activités artistiques associées aux parties du corps: écrire, parler, voir et regarder. Ce dessin stylisé comme un idéogramme a valeur de symbole. Le faire de l'œuvre est un acte que les deux créatrices se proposent d'accomplir à deux, c'est-à-dire dans la complémentarité. La démarche collaborative impliquera dans les décennies à suivre un corps à corps dans une grande proximité, mais qui ne semble jamais confondre pour autant les identités octoriales ni artistiques. Le couple Cahamore rend bien justice à l'expression monstre à deux têtes convoquée d'entrée de jeu. Donc très concrètement, je vous présente rapidement un premier exemple de livre, d'objet livre et ensuite Avenue non venue. Donc deux livres, puisque mon titre indique bien esthétique du livre surréaliste, il faut bien que j'arrive au cœur de mon sujet, sont issus d'une véritable co-création. Donc Vue et Vision, que vous voyez à gauche, et Avenue non avenue, révélant tous deux, à des degrés divers, l'idée d'une signature englobante, ou du moins une signature partagée. Quint publie en 1914 dans le Mercure de France une série de poèmes en prose signés Claude Courly, un autre de ses nombreux pseudonymes. Donc je vous ai dit pour les chroniques de mode c'était M ou SM, et là pour ses poèmes en prose c'était Claude Courly. Si l'on n'y trouve encore nulle trace d'une collaboration, il en est tout autrement dans la version de Vue et Vision publiée 5 ans plus tard, c'est-à-dire en 1919, chez Georges Cresse. L'édition précieuse présente les mêmes 24 poèmes, assemblés cette fois en diptyque sur la double page. Le poème de départ et sa variation sont placés en miroir, encadrés par des dessins de Moore qui font valoir l'influence d'Aubrey Beardsley, donc dessinateur britannique très connu, ainsi que l'esthétique japonisante très à la mode dans les arts graphiques de l'époque. C'est à sa compagne de vie que Quint dédie l'ouvrage. À Marcel Moore, je te dédie ces proses puériles afin que l'ensemble du livre t'appartienne et qu'ainsi tes dessins nous fassent pardonner mon texte. CC pour Claude Courly ou déjà Claude Quint. Dans cette dédicace, tout en faisant preuve de parade de modestie de la part d'une dédicataire consciente des failles de ses proses puériles, CC souligne le partage des tâches entre l'écriture poétique et le trait graphique. Vue et Vision est en définitive une œuvre réalisée à deux qui prolonge, dans la tradition du livre illustré, le travail collaboratif dont les bases avaient été jetées dans les chroniques de mode. Ce qu'il faut retenir de cet ensemble hybride, composé de poèmes et de dessins, est l'idée que Quint et Moore conçoivent dès 1919 l'objet livre comme un espace de dialogue, comme une chambre d'écho où faire résonner des voix et des vues.
Le partage de la double page et de manière générale du livre passe par un travail à quatre mains. L'éthique collaborative et l'esthétique du croisement des arts et des médiums donneront lieu à un dispositif texte-image des plus complexes une dizaine d'années plus tard. Aveu non avenu est sans doute parmi les littéraires l'œuvre la plus connue de Karen Moore, au moins depuis sa réédition chez Mille et une nuits en 2011. Mais c'est surtout l'ouvrage que je considère comme le travail de co-création le plus abouti, certainement le plus complexe, je viens de le dire, avant que le couple passe du côté de l'engagement politique à Jersey durant les années de résistance, c'est-à-dire entre 1940 et 1944. Comme dans le cas de Vue Vision, la démarche collaborative n'est révélée qu'à la page de titre. On y lit que Aveu non avenu est illustré d'héliogravures composées par Moore d'après les projets de l'auteur. L'étonnante formulation choisie par les deux collaboratrices paraît plus sophistiquée, voire plus équivoque pour ce qui est de la question doctoralité. Elle est à la fois assumée et mise en crise dans ce deuxième projet livresque réalisé à quatre mains. On nous fait comprendre que le partage des médiums ne s'est pas fait selon les compétences respectives de l'écrivaine Cain et de l'artiste visuel Moore. La première semble vouloir revendiquer le double statut, celui d'écrivain et celui de co-conceptrice, des 10 photomontages composés par Moore d'après les projets de l'auteur. Le pseudonyme de Moore est tronqué du prénom Marcel et c'est ainsi qu'est par ailleurs signé un seul photomontage, la planche 1, qui fait office de frontispice et qui ouvre donc ainsi l'espace de l'œuvre pour mener le lecteur, la lectrice vers ce que l'écrivaine appelle l'aventure invisible, au fil de laquelle le sujet narrant dit ne vouloir voyager qu'à la proue de soi-même. Alors, j'attire juste votre attention. Tout à l'heure, on a vu l'ombre de la photographe et du photographe en bas à droite. Ici, vous voyez, pour une des très rares fois, l'inscription, donc la signature officielle de Moore comme étant quand même à l'origine de ce photomontage. Les aveux fragmentaires proférés par une voix narrative plurielle, elles changent fréquemment de tonalité, de genre littéraire et de genre sexuel, sont ponctuées de 10 photomontages en noir et blanc. Je les ai rassemblés ici comme un immense photomontage, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut l'imaginer. Je vous montrerai tout de suite comment on doit imaginer le dispositif. Donc là, vous voyez vraiment dans l'ordre les 10 photomontages qui sont assez étourdissants quand on les voit de cette façon-là. Donc, l'œuvre est ponctuée de 10 photomontages en noir et blanc, dont chacun précède l'une des 9 parties composites d'un ensemble qui ressemble à un collage de fragments textuels et photographiques, ou alors à un interminable récit de rêve, plutôt difficile à décrypter, même si on a lu tout Freud. Publié en 1930 aux éditions du Carrefour, Aveu non avenu est le résultat d'un travail de longue haleine. Les dates 1919 et 1925 ainsi que 1928 sont inscrites à même l'œuvre, telles des bornes temporelles au sein desquelles les deux créatrices ont donné forme à un imaginaire en texte et en images des plus insolites, déconcertants, dirait Agnès Lermite, à une œuvre obscure, pour parler avec Alexandra Arvizet. Alors, c'est ainsi qu'il faut imaginer le dispositif texte-image. Donc, là, je les ai rassemblés. Sur la page de droite, on a généralement donc l'indication de la partie, ici la deuxième partie, souvent un acronyme. Ici, c'est le thème du moi-même qui est annoncé. Ensuite, on tourne la page, il y a une page blanche. À nouveau, sur la page de droite, qu'on appelle en termes d'imprimerie la belle page, se trouve le photomontage. Donc ici, c'est la planche 3. Et finalement, on tourne la page à nouveau et sur la page de droite débute un texte fragmenté, comme vous voyez un exemple ici, sur la box, sur la question métaphysique de Dieu multiplié par Dieu et ainsi de suite.
Abordant une multitude d'idées, de questions hétérogènes, telles l'identité univoque versus le jeu de la mascarade, l'amour et le couple, hétérosexuel, homosexuel, la mémoire défaillante et le projet d'écriture de soi, en mode autoréflexif la plupart du temps, Narcisse et la philosophie, le monstrueux et le métaphysique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait Dieu multiplié par Dieu, divisé par Dieu égale moi. Ici, vous avez le mythe de Narcisse, c'est partout, il nous hante. Et en effet, le mythe de Narcisse hante toute l'œuvre caïnienne. Ici, aveu non avenu ne se livre pas facilement. Si dans une lecture macrostructurale, ce livre surréaliste par excellence peut s'apparenter à un récit de soi tout de même assez inorthodoxe, dans le détail, nous sommes conviés à lire des bribes d'un journal intime, des dialogues, des extraits d'une correspondance, des aphorismes, des maximes, des réflexions métaphysiques ou justement des récits de rêve. Le jeu de référence entre l'écrit et le photographique fonctionne davantage selon le principe de la collision qu'en fonction d'un dialogue entre les deux médiums d'expression dont l'un, traditionnel l'image, serait l'illustration ou la paraphrase de l'autre. Il est impossible de désigner la part réelle de Caïn en ce qui concerne la composition des héliogravures, dont vous voyez ici un exemple. Elle-même n'évoque d'ailleurs jamais le travail d'assemblage dans sa volumineuse correspondance avec les amis écrivains et artistes de l'époque. Elle a pu avoir l'idée d'imaginer les 10 photomontages tels les onirocosmes où le rêve diurne côtoie le cauchemar nocturne. Mais tout concourt à nous faire croire que la part esthétique du travail relève, du moins en grande partie, j'ai envie de dire, du savoir-faire de Moore, formé quant à elle aux Beaux-Arts de Nantes. La volonté de faire œuvre à deux est toutefois bien présente dans Aveu non avenu, qui révèle des heures passées en tête-à-tête pour sélectionner les images, puis fabriquer les héliogravures dans la chambre noire de leur appartement au 70 bis rue Notre-Dame-des-Champs. Un passage précis mentionne explicitement l'unité de l'image obtenue par l'amitié étroite des deux corps, indiquant par là la complicité du jeu avec son alter ego jamais nommé. Je cite, « Douce la minute où nos deux têtes, que nos cheveux s'en mêlent indébrouillablement, se penchèrent sur une photographie. Portrait de l'un ou de l'autre, nos deux narcissismes si noyants, c'était l'impossible réalisé en un miroir magique. L'échange, la superstition, la fusion des désirs, l'unité de l'image obtenue par l'amitié étroite des deux corps. » Fin de citation. À travers cette scène, on voit apparaître les créatrices justement en monstres à deux têtes qui renvoient à cette entité créatrice double. Qu'importe en vérité la part de l'une et celle de l'autre, l'unité de composition est garantie dans les 10 photomontages et ce, malgré des différences nettes entre les planches quant à la nature des images recyclées, à la présence de symboles, de métonymie, de synecdoques ou de fragments textuels. Donc voici un dernier exemple de ces 10 photomontages et je vous le projette parce que vous voyez dans certains photomontages aussi l'incrustation de fragments textuels qu'on va retrouver dans Aveu non avenu, donc ici sur le bourreau et la victime, autre grand thème que Caïn visite dans les fragments de Aveu non avenu. L'écriture est entièrement assumée par Caïn, More n'a jamais eu la prétention d'écrire, alors que c'était la vocation principale de Caïn dès le départ, c'est-à-dire dès les années 1910, ce qui explique, puisqu'après tout, nous sommes dans l'univers du livre, que sur la couverture d'Aveu non avenu n'apparaît que le nom de l'autrice. Il en est de même pour ce qui est de la 4e couverture, qui consigne sous forme d'un calligramme, donc on connaît cette forme-là depuis Apollinaire, l'octorialité de Claude Caïn. En ce sens, Aveu non avenu illustre le paradoxe d'un travail collaboratif conçu en tant que tel selon les principes de co-création propres à l'esthétique surréaliste qui, en l'absence d'une co-signature revendiquée, finit par être attribué à sa seule autrice
en passant sous silence, sauf aux yeux des lecteurs et lectrices sachant regarder de près, l'apport de la fidèle collaboratrice. Pour Michel Lafon et Benoît Peters, l'éviction du nous auctorial renvoie au rôle de certains éditeurs, critiques et parfois même des auteurs dans ce qu'ils désignent comme une conspiration du silence. Je ne suis pas conspirationniste ni complotiste, et ce d'autant moins que depuis quelque temps, le déséquilibre dans la réception de l'œuvre réalisée en co-création, donc de Cain et Moore, a été corrigé en partie, d'abord par les historiennes de l'art et ensuite seulement par la critique littéraire. Donc avançons, puisque le temps avance aussi, un peu dans le temps pour constater que la décennie 1970, donc là on était en 1930, que la décennie 1970 s'avère encore très féconde en livres surréalistes au féminin. Par exemple, Gisèle Prassinos publie en 1975 Brelin-le-Frou, donc ici au milieu, ou Le portrait de famille. Léonore Fini à gauche publie le livre de Léonore Fini et Bonadeau Diargue, toujours dans ces années 1970, publie Bonaventure avant la parution de Oiseaux en péril, signé par Dorothea Tanning et Max Ernst. Et c'est mon deuxième exemple que je voudrais vous présenter. Je vais aller plus vite parce que je vois que le temps est vraiment plus avancé que ce que j'avais pensé. Donc, Oiseaux en péril, c'est une œuvre testament. Contrairement à Aveux non avenus, c'est un véritable album, un album dont les dimensions sont hors du commun. Pour un livre, il mesure 56 cm de hauteur sur 44 cm de largeur, donc c'est vraiment très grand. C'est un exemple de collaboration mixte qui est évoqué dans mon introduction. Le couple formé de Dorothea Tanning et de Max Ernst depuis 1946 offre à lire et à voir sous le titre Oiseaux en péril 8 poèmes en prose de Tanning accompagnés de 8 gravures sur cuivre signées par Ernst. L'album grand format est publié chez Georges Visa, donc vous avez tous ces détails, toutes ces informations-là sur la couverture. Georges Visa, qui est un éditeur spécialisé en livres surréalistes. L'ouvrage est tiré en 130 exemplaires, dont 30 exemplaires hors commerce sur Vélin d'Arche. Donc toutes ces informations, c'est pour vous signaler que c'est un livre qu'on appelle précieux, donc un livre véritablement surréaliste. En d'autres termes, nous sommes dans le domaine des livres bibliophiliques. Si nous nous penchons sur la couverture, on y lit inscrit en caractères noirs sur fond beige rosâtre le titre, les noms des artistes et la maison d'édition. Les noms des 2 collaborateurs, cette fois-ci, encadrent le titre de l'album placé au milieu de la page et dont les 3 termes sont séparés par des retours à la ligne, comme pour indiquer d'office un rythme coupé, incitant à une lecture au ralenti, mot par mot. Le fait que le nom de Tanning précède celui de Ernst suggère l'idée que c'est la peintre américaine qui est à l'origine du travail collaboratif et qu'elle assume à nouveau, après le très bel album En chair et en or, le rôle de la poète. Face à ce livre, objet d'une facture à la fois sobre quant au choix des couleurs et de la police et exceptionnel pour ce qui est du format, le lecteur se sent intrigué par ces oiseaux en péril. Comment se présente concrètement le travail du couple créateur installé à Sedona, en Arizona, où les 2 artistes travaillent côte à côte? Le dispositif texte-image se déploie tout au long de l'album selon un ordre régulier. Placé sur la page de droite, le premier vers de chaque poème en prose, ici au printemps il se part d'une notion nuptiale importée d'Égypte, constitue une sorte de prélude, dans le sens littéral d'ouverture, à l'ensemble composé sur chaque double page du poème, page de gauche, et de la gravure, page de droite. Cette conception triptyque se referme sur une page blanche qui confère finalement à chaque suite de poèmes-gravures le statut d'un quadriptyque. J'attire votre attention sur un dernier détail en rapport avec la composition générale de l'ouvrage qui permet de soulever la question de la collaboration. Les poèmes de Tanning, donc toujours sur la page de gauche, s'ouvrent sur une lettrine qui rappelle la tradition des livres anciens,
autant que celle du livre illustré style XVIIIe ou XIXe siècle. À la lumière de l'œuvre picturale ernstienne, nourrie de multiples sources d'inspiration, il y a fort à croire que ces lettrines sont issues des expérimentations visuelles de l'artiste. Ce sont des collages qui n'en ont pas l'air et où l'imbrication entre le textuel et le pictural est matériellement réalisée sur la même page grâce au recours justement à cette lettrine devenue plutôt obsolète au milieu des années 1970. La démarche collaborative pour Oison Péril est unique. Dans tous les sens du terme, elle a lieu à l'aube du décès de Ernst, survenu en 1976. Résultat de 34 ans de vie commune, l'œuvre porte les traces de la menace liée à la disparition prochaine qui pèse sur les collaborateurs. On comprend alors mieux l'idée de faire se croiser leur vision du péril en mettant en scène différentes formes d'oiseaux augmentés de bulles qui renferment des insectes ou des outils, autant de corps étrangers et menaçants qui font définitivement des volatiles des espèces en péril. Le symbole de l'oiseau, animal totémique de l'artiste, qui aime à s'auto-représenter en lop-lop, le supérieur des oiseaux, fait partie de l'imaginaire pictural de Ernst pour revenir sous diverses facettes dans chacune des démarches collaboratives ainsi que dans nombre de ses tableaux. Revenons à l'album. Investi poétiquement et picturalement, la symbolique aviaire permet à la poète et à l'artiste de mettre en valeur des idées telles la liberté absolue, valeur surréaliste centrale, ainsi que la perméabilité des frontières entre les règnes, les genres littéraires et artistiques, la paix et la guerre, la vie et la mort. Oison Péril montre à quel point il est difficile d'atteindre la liberté. Les embûches sont nombreuses, les menaces à l'épanouissement et la libération des volatiles prennent forme dans les poèmes de Tanning, où il est question de coups de feu, d'un ciel mordu de vipères et d'un nid qui éclate avant l'aurore. À regarder les gravures de Ernst, les fusils, les flèches, les ciseaux, les araignées, des barreaux de prison, comme ici, montrent le danger imminent dont on ne sait toutefois d'où il émane. Texte et images s'accordent pour faire sentir un constant état d'agression dans lequel se trouvent les deux oiseaux, probablement un couple, puisqu'il est question dès le poème inaugural d'une notion nuptiale importée d'Égypte, dont il, l'oiseau migrateur, se pare. La stabilité illusoire sur laquelle ils se posent, soit sur leur coussin brodé de brume, ou alors sur la branche qui tend un doigt, illustre métaphoriquement la précarité de leur existence, précarité amplifiée par le fait que les deux oiseaux sont en exil et que cet état d'exil semble être leur destin. S'il existe une possibilité de rédemption, dans cet univers menaçant parce que violent, elle niche dans les espaces laissés vacants, dans l'entre-deux des oppositions. Signe d'instabilité ou d'indétermination, l'entre-deux est propice à faire surgir, par exemple, dans la carte du monde tourne en dérision, des questions comme où suis-je? Dois-je singer un équilibre? Renvoyant à la scène de l'exil narrée dans les poèmes. Bien que déséquilibrant, le mouvement perpétuel dans lequel semblent pris les oiseaux agit comme un gage de liberté qui, ne servant qu'à attraper la flèche de Zénon immobile, permet tout de même de s'élever au-dessus de ceux qui sont cloués par terre par manque d'originalité, comme dans Je suis un oiseau, je suis un être oisif, pardon. Je conclus. Le partage, dans son appréhension éthique, esthétique et identitaire, se traduit chez l'autrice artiste Cain et les peintres graphistes morts, c'est du moins c'est ce que j'ai essayé de démontrer, à la fois comme l'éloge des paradoxes, à travers un positionnement systémique dans les espaces de l'entre-deux, et comme une conception du travail commun.
L'œuvre fait jouer le double sens du partage. D'abord, sa dimension relationnelle instaurée par le brouillage des frontières, que ce soit celle du texte et de l'image, du symbolisme, du modernisme, du surréalisme, puis sa dimension participative, conférée par le principe de la co-création sous de multiples facettes. Donc, c'était dans les chroniques de mode, Vue et Vision, et finalement Avenue non Avenue. La pensée du partage ne fait donc pas qu'indiquer la séparation de deux éléments, elle met l'accent sur ce qui les lie l'un à l'autre, et en cela, elle a besoin de la participation du lecteur, de la lectrice, comme l'ombre qui ne se projette que grâce à la lumière, comme le valet a besoin de Pallas, qui est l'ami d'Athéna. Donc, c'est ce que je vous montre ici dans cet autre photomontage tiré d'Avenue en Avenue. Quant à Oiseau en péril, le dispositif texte-image en quadriptyque oblige le lecteur-spectateur à une lecture-spectature particulièrement attentive afin de trouver des correspondances entre les poèmes plutôt énigmatiques et les gravures sur cuivre. Si l'album entreposé à la Beinecke Rare Books Library de Yale nous résiste en partie, c'est probablement parce qu'on n'entre pas tout à fait dans l'espace partagé, artistique et biographique du couple Tanning-Ernst. La meilleure posture à adopter serait sans doute d'accepter les limites d'appréhension d'une œuvre réalisée loin de tous, c'est-à-dire dans le désert du nord de l'Arizona, au seuil surtout d'une fin de vie qui approche, signifiant la fin d'une trajectoire créative commune. Rester sur le seuil d'une œuvre testament semblerait être à la distance appropriée pour tout lecteur, toute lectrice respectueux, respectueuse de ce qui se passe dans les interstices entre les vues poétiques de ces oiseaux rares et les visions anciennes, à la fois ludiques et apocalyptiques. J'y arrive. Mais il y a, puis j'arrive vraiment à la fin, mais il y a plus en termes d'esthétique et d'éthique. Placer l'œuvre et la démarche des deux couples créateurs que j'ai présentés sous l'enseigne du partage permet de jeter un éclairage nouveau sur la conception de l'art et l'art est la vie, illustré par Carmore et Tanning-Ernst, qui s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire pendant près d'un demi-siècle dans le cas des premières. Indéniablement donc, ces couples ont une œuvre en partage, c'est-à-dire en commun, tout en respectant les compétences individuelles de l'autre partenaire. Si cette question est fondamentalement éthique, il y a lieu de s'interroger sur l'inégalité qui existe entre les deux artistes impliqués au niveau de la notoriété et de la reconnaissance. Parce qu'au fond, selon l'éthique collaborative, il n'y aurait pas de grande part qui reviendrait à l'un des partenaires ou de petite part à attribuer à l'autre, parce qu'en ce qui concerne la genèse de la majeure partie de l'œuvre, ainsi que dans la vie de couple, à la ville et à la scène, dans le cas du livre, dans notre cas, la collaboration est évidemment non quantifiable. Et c'est le dernier mot pour cette présentation. Merci beaucoup.